Bienvenue à toutes et tous. On va quand même attendre 10 heures quand même. Ouais. On va me couper là. Bon, ben c'est parti. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence en ligne qui inaugure cette semaine la santé mentale intitulée Face au Covid, tous concernés, agir tôt, faire appel au réseau. Alors, cette semaine donne l'occasion de nous rappeler qu'il est important de prendre soin de son bien-être, de déstigmatiser la santé mentale et que rappeler que des ressources existent en cas de difficultés qui peuvent toucher chacun de nous. Et le contexte anxiogène que nous sommes en train de vivre en est malheureusement un bon exemple. Alors, chaque année, l'organisation de la Semaine de la santé mentale, chapeautée par le CRESAM, qui est le centre de référence en santé mentale, nous invite à découvrir la multiplicité, la diversité et l'évolution de ces ressources qui se déploient au plus près des gens, dans une société qui change et dans un contexte qui se transforme. Avant d'aller plus loin, je précise que toutes les vidéoconférences seront enregistrées de la semaine pour une rediffusion possible. Donc, je vous invite à laisser couper votre caméra, votre micro et à réagir en posant des questions au travers du chat. Je relèverai après chaque intervention une ou deux questions et 15 minutes seront consacrées aux questions-réponses à la fin de toutes les interventions. Alors, pour ouvrir le chat, c'est simple, vous cliquez sur l'option « Converser » en bas de l'écran. Et donc, il y a une assistante technique qui peut aussi répondre à vos questions dans le chat en cas de problème. Alors, cette organisation de la semaine est une co-construction, vraiment pour marquer le coup que la santé mentale nous concerne tous. C'est une co-construction avec certains de nos partenaires dans notre réseau intersectoriel qui sont l'ONE, l'Agence Wallonne pour une vie de qualité, l'aide à la jeunesse, le centre local de promotion de la santé de Charleroi, Touin, et les plateformes de concertation en santé mentale, Inno-Picard et celle de Centre Charleroi. Alors, la thématique que nous allons explorer aujourd'hui est celle de la maltraitance. Pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir Laetitia Lillecourt, agent de liaison et SAJ-SPJ de Tournai, pour l'arrondissement de Tournai. Madame Christine Robert, agent de liaison également au SAJ-SPJ, mais pour l'arrondissement de Charleroi. Et le docteur Pelzer de SOS Enfants Namur, qui vont chacune nous présenter un outil qui a été développé donc, dans leur arrondissement. Alors, nous allons commencer avec Madame Delcourt. Bonjour Madame Delcourt, vous allez nous présenter un web documentaire qui s'intitule « Que faire si je suis confronté à une situation de maltraitance », qui est une initiative de la Commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Alors, peut-être avant de nous présenter cet outil, pourriez-vous nous situer ce qu'est cette commission et quelle en est son origine? Bonjour à tous. Donc, en fait, la commission de coordination d'aide aux enfants victimes de maltraitance est régie par le décret du 12 mai 2004 décret relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Je ne trouvais plus le terme exact. Donc, cette coordination trouve son origine là. Dans ce décret, on explique que la commission a pour mission de veiller à l'amélioration des procédures de prise en charge des situations de maltraitance à l'égard des enfants. Elle ne traite pas de cas individuels, mais elle est plus dans la réflexion et la coordination des actions de différents acteurs. Donc, ces différents acteurs sont également cités dans cette loi, et donc il s'agit d'un représentant des équipes SOS, d'un conseiller, donc toujours de la division, d'un conseiller, d'un directeur, d'un représentant de l'ONE,
d'un représentant des juges de l'arrondissement, enfin de la division, un magistrat du parquet de la division, un représentant des centres PMS, un représentant des PSE ou PMS quand la mission leur est attribuée dans certains centres. Participent aussi différents acteurs qui sont invités alors par la commission, et donc on peut retrouver des personnes des centres de santé mentale, des personnes invitées avec qui on collabore dans le cadre de la maltraitance. Et donc, ces commissions ont commencé à vivoter à partir de 2004 et puis ont vraiment trouvé un envol à partir du moment où les moyens ont été mis pour créer des choses et pour pouvoir améliorer toutes les discussions. Et donc, je vais vous parler plus particulièrement de la commission de Tournai, donc la commission de coordination d'aide aux enfants victimes de maltraitance de Tournai, qui a commencé ses travaux par rapport à savoir comment bien travailler ensemble au sein de l'arrondissement, qui était encore un arrondissement à l'époque, qui est maintenant la division de Tournai. Et donc, la commission a réuni tous les intervenants en avril 2010 à la Maison de la Culture de Tournai. Donc, elle avait invité tous les intervenants de la région, mais que ce soit des intervenants des écoles, des PMS, de l'aide à la jeunesse, du judiciaire ou même des hôpitaux, de la police, des personnes qui sont des assistants sociaux de police de prime abord. Et donc, lors de cette première rencontre, les intervenants ont pu mettre en avant qu'il y avait un manque de connaissance des rouages et des rouages et des mouvements ou des situations qui pouvaient amener à passer d'un service à l'autre. Et donc, l'idée, c'était de se rencontrer entre professionnels et de savoir quand est-ce qu'on pouvait passer le relais à un service, quand est-ce qu'on pouvait, comment travailler avec les familles, comment ne pas faire répéter les familles en cas de difficulté, et aussi comment faire de la prévention. Donc ça, c'était en 2010. Et du coup, la commission a ensuite continué ses travaux à travers de situations individuelles. Et ce qui est, d'après ce que j'ai relu dans le décret, normalement, on ne doit pas parler de situations individuelles au sein de la commission, mais c'était en fait des situations, parce que je n'étais pas là à l'époque, mais c'était des situations individuelles fictives. Donc, c'était des casus qui avaient été élaborés et on essayait d'envisager un peu toutes les situations. Suite à ça, la commission s'est rendue compte que c'était un peu compliqué d'imaginer toutes les situations, parce que l'idée était de faire un petit vade-mecum en disant dans telle situation, il faut faire ça, dans l'autre situation, il faut faire comme ça. Mais on ne savait jamais envisager toutes les situations. Et donc, du coup, la commission s'est dit pourquoi pas essayer d'enrichir la réflexion et de voir un peu comment on peut organiser les interventions les uns entre les autres. Donc, il y a une autre journée en 2012 qui s'est organisée suite au fait que, je vais vous montrer une petite maquette, c'était assez... donc, c'est là que je dois faire un partage. Donc, en 2012, je ne sais pas si vous voyez, non, là, voilà, hop. En 2012, nous avions élaboré cette petite maquette. Cette maquette, comme vous voyez, donc il y a un secteur qui est la justice là en rouge, de l'aide à la jeunesse en vert, l'enseignement en jaune, là si je ne m'abuse c'était la santé, et ici donc en rose c'était tout ce qui était petite enfance. Nous avions imaginé ça avec le paillasson du village, c'était la loi relative à la protection de la jeunesse qui régissait un peu tout le monde.
la commission maltraitance, enfin, le décret de 2004 qui s'appliquait un peu tout le monde. Et chacun avait ses petites lois. Donc là, c'était le décret de l'aide à la jeunesse. Ici, il y avait le fonctionnement des PSE. Enfin, voilà. On s'est vite rendu compte que cette maquette avait ses limites parce que comment faire pour faire interagir l'enseignement avec l'aide à la jeunesse ou la justice avec l'aide à la jeunesse, ça va, ils étaient un peu plus près, mais donc on s'est dit, on va refaire une journée pour voir un peu si chacun peut exprimer les passerelles qui existaient entre chaque petit hameau du village. Donc, si vous vous rendez compte, ça représente un village avec un petit étang, avec des petits poissons. Enfin, voilà, on avait un peu fait du bricolage à ce moment-là. C'était assez original, mais bon, ça avait ses limites. Et donc, une autre journée a eu lieu en 2012. Alors, à ce moment-là, on a chacun imaginé... c'est pas imaginer, on a pu décrire chacun ses limites, ses actions, le décret et les décrets, les lois qui régissent un peu notre intervention. Et on s'est dit, mais comment partager tout ça avec le grand public sans pour autant que ça ne soit rébarbatif, alors que fatalement, tout ça l'est un peu, pour pouvoir... donc, c'est surtout à destination du grand public, des professionnels, excusez-moi, mais également, si quelqu'un tape commission de coordination de maltraitance ou commission maltraitance sur le net, pourrait trouver cet outil. Et donc, l'idée du webdoc est née. Alors, le webdoc, c'est quoi? C'est ça. Donc voilà, je crois que vous le voyez maintenant. Donc en fait, le webdoc, on a repris notre petit village, là, notre petite maquette, vous voyez, hein, on est toujours dans les mêmes thèmes. On a toujours un quartier enfance, un quartier santé, un quartier aide à la jeunesse, un quartier justice, un quartier enseignement. Quand vous allez sur le lien, j'imagine que le lien sera mis en ligne après pour pouvoir y accéder. Vous arrivez sur une petite introduction que j'ai passée parce qu'on n'a pas le temps de montrer l'introduction, ça prend un petit temps. Et puis ensuite, là, je vous présente plus le documentaire et c'est ce qui m'est demandé. Je vais faire un peu d'historique, mais là, maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, quand vous arrivez sur cette page d'accueil, vous vous rendez compte que c'est bien une initiative de la commission de coordination d'aide aux enfants victimes de maltraitance. Et vous avez tous les petits quartiers. Si on va sur le petit quartier aide à la jeunesse que je connais mieux, voilà, vous avez une page qui est donc c'est la même chose pour chaque petit quartier. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, quand vous arrivez sur le quartier, vous cliquez sur le quartier, vous avez le cadre légal avec les décrets qui sont les décrets ou les lois qui sont d'actualité. Alors, il faut savoir que ici, pour l'instant, je vous montre l'aide à la jeunesse, mais le web documentaire est en train d'être réactualisé. Et donc, ici, c'est encore la loi le décret du 4 mars 1991, si j'y arrive, qui est noté. Mais nous venons de faire les interviews la semaine dernière pour que ça soit réadapté. Et donc, ça sera le décret du 18 janvier 2018 qui sera intégré, puisque c'est ça. Donc, pour parler du cadre légal, à chaque fois, nous avons un petit interview. Ici, c'est un interview de M. Verelst. Je vais vous le passer 5 minutes. Mais on va cadre légal, il y a premièrement le décret de l'aide à la jeunesse donc de mars 1991 qui stipule les dispositions relatives à l'aide à la jeunesse, donc avec l'institution du conseiller et du directeur de l'aide à la jeunesse en tant qu'organisme traitant l'aide à la jeunesse dans des cadres soit d'aide négociée. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, puisqu'en effet, ce cadre-là n'est peut-être plus tout à fait adapté, mais les grands principes restent les mêmes. Ce sont ceux principalement des articles qui ont changé et un peu un mode de fonctionnement différent, mais les principes restent les mêmes. Donc, le cadre légal, qui est dans la première page, donc vous avez un interview, mais vous avez aussi les textes. Donc, si vous avez besoin des textes, les textes sont là, il suffit de cliquer.
Donc, vous pouvez les télécharger, les copier, les imprimer. Et si vous allez vers l'aide à la jeunesse, ici en haut à droite, vous entrez. Et là, vous avez différents acteurs. Donc, si je vais dans l'AMO, par exemple, vous avez service d'aide en milieu ouvert. Donc, ça va être aussi changé puisque c'est action en milieu ouvert, mais un peu les principes restent les mêmes. Donc, le rôle des AMO, ben voilà, si vous cliquez, vous avez un directeur. Ce sont des situations qu'on rencontre très, très régulièrement à partir du moment où on travaille avec des enfants et des parents dans les quartiers. Je crois que ce sont des situations finalement très courantes, mais qu'on aborde plutôt sous l'angle de la prévention et de la construction du lien parent-enfant. Donc, je veux dire, la plupart des situations que nous rencontrons, ou de personnes, d'enfants, de jeunes ou de parents qui font appel au service, sont des personnes qui ont des difficultés, je veux dire, d'une part qu'ils reconnaissent et d'autre part qui sont plutôt légères. En tout cas, c'est... Voilà, de nouveau, je ne vais pas jusqu'au bout, mais chaque petite capsule est divisée en questions. Donc, vous voyez ici donc, le rôle spécifique des AMO dans la situation de maltraitance, les limites de l'intervention de l'AMO, le service d'appui des AMO, le secret professionnel. Donc, si jamais vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien aller juste cliquer sur une question si vous avez besoin d'un éclairage sur comment fonctionne ce service. De nouveau, je retourne vers l'aide à la jeunesse. Donc, même chose, je vais passer pour le SPJ. Ben, ici, nous avions, donc, le SPJ intervient en deuxième ligne. Toutes des questions qui sont expliquées. Par exemple, ici, la contrainte peut avoir un sens. Ben, nous avions la déléguée en chef qui explique. Je pense que pour certains parents, la contrainte peut avoir un sens. Devoir dire, voilà, je décide et je marque mon accord pour que mon enfant soit placé. Je pense que pour certains parents, c'est très difficile, voire impossible. Donc là, je pense que la contrainte, elle a tout son sens. Après, je pense qu'il y a vraiment les situations aussi extrêmes de maltraitance très graves où on se doit aussi de protéger les enfants. Et donc, voilà, là, même si on tente au SPJ de travailler avec les parents, parfois, voilà, malheureusement, il y a des situations où les parents sont absents, sont défaillants. Donc, voilà. De nouveau, vous avez à chaque fois, donc, toujours dans cet onglet, donc il y a vers l'aide à la jeunesse, je vous montrerai encore un autre petit interview après. En dessous, vous avez un onglet contact. Vous cliquez sur cet onglet et vous allez avoir alors toutes les coordonnées disponibles pour ce service. Donc ici, le SPJ, Quai du Mont, avec le numéro de téléphone et l'adresse Internet. Donc ça veut dire que c'est un outil que vous pouvez utiliser à tout moment pour avoir les renseignements, pour avoir une information sur un service. Cet outil, je vais peut-être aller dans un autre. Pour retourner dans un autre secteur, vous devez aller vers la ville alors. Donc ici, vers la ville. On peut peut-être aller dans l'enseignement. Et ici, donc de nouveau, on a le cadre légal, comme je vous expliquais tout à l'heure, décret relatif aux enfants victimes de maltraitance. Ce sont tous les cadres légaux qui s'appliquent à l'enseignement. Et par exemple, Madame Le Terme, qui était présidente à l'époque de la commission, expliquait les obligations d'un enseignant quand il est face à une suspicion ou à une situation de maltraitance avérée. Donc, elle explique, donc, un enseignant... Quelles sont finalement les premières obligations d'un enseignant qui est confronté à une situation de maltraitance ou s'il a des inquiétudes, que doit-il faire? Je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'interview, mais donc c'est vraiment parce qu'on est pris par le temps, mais c'est vraiment expliquer à chaque étape, là où on se trouve, comment intervenir, qu'est-ce qu'on légalement devrait faire, parce que quand on est dans ce genre de situation, on est des fois un peu paniqué et on est des fois un peu, je ne sais pas ce que je dois faire, vers qui me tourner et qu'est-ce que ce service va faire une fois qu'elle aura les informations. Ce web documentaire a vraiment pour but de
de vous dire, ben voilà, je suis un enseignant, je dis les choses à l'aide à la jeunesse, ben, qu'est-ce que l'aide à la jeunesse va en faire? C'est vraiment donner une information sur ça, chaque secteur d'activité, sur qu'est-ce qui va être fait avec une situation donnée. Je pense que je suis arrivée au bout du temps qui m'était imparti. J'ai vu que Najib réapparaissait, donc j'imagine que oui. Donc j'espère que mon information a été plus ou moins claire. J'ai essayé d'être le plus rapide possible. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les poser par la suite. Ou, je ne sais pas si c'est maintenant ou par la suite, je ne sais plus. Voilà, merci. Je vais peut-être On prévoit peut-être une ou deux questions maximum. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Une ou deux questions. Sinon, voilà, on passe à la suite. J'ai été très claire. Apparemment, hein. Non, mais les questions peuvent venir par la suite. Est-ce que j'ai oublié de dire, Ouais. si vous avez des questions, même par la suite, ou si vous deviez utiliser le web documentaire et qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous pouvez mettre mon adresse mail aussi, si jamais il y avait besoin, je peux le faire même par la suite, quoi. Voilà. Voilà, et de toute manière, il y a un temps de questions-réponses tout à la fin des présentations. Voilà. On va passer à la suite avec la présentation de Christine Robert, donc agent de liaison également au SAJ, SPJ, mais pour l'arrondissement de Charleroi, qui va nous présenter une brochure qui a été aussi éditée dans le cadre de la commission de coordination de l'aide aux enfants victimes de maltraitance. Voilà, je passe la parole, Madame Robert. Oui, partager. Ah. Ben voilà, je pense qu'on y est. Donc, bonjour à tous et à tous. Donc, je travaille donc comme agent de liaison au SAJ de Charleroi et je participe à la commission maltraitance de Charleroi depuis plus de 10 ans. Alors, donc, en 2010, la commission de coordination d'aide aux enfants victimes de maltraitance donc de Charleroi, depuis 2010, organise différents événements qui sont relatifs à l'articulation du réseau autour des situations de maltraitance. Et c'est vrai qu'à côté de la maltraitance physique ou sexuelle qui présente des stigmates visibles, objectivables et immédiats, il existe une maltraitance plus insidieuse, plus difficile à repérer, mais éventuellement plus grave au niveau des conséquences à long terme. Et donc, il s'agit bien de la négligence grave. Alors, en 2013, la commission de coordination d'aide aux victimes de maltraitance de Charleroi s'intéresse plus particulièrement à cette thématique et publie une brochure intitulée « La négligence chez l'enfant de 0-3 ans et ses conséquences ». Alors, cette brochure, bon, ça va être beaucoup moins ludique que la présentation de Mme Delcourt parce que c'est un outil plus de sensibilisation, plus théorique, qui offre un regard croisé entre l'approche médicale, psychologique et psychiatrique de la négligence. Ces différents éclairages permettent en fait de mieux comprendre les conséquences de la négligence sur le devenir de l'enfant, mais aussi sur le parent qu'il sera demain et, in fine, de mieux agir ensemble. Donc, durant les 15 minutes qui me sont imparties, je vais essayer de brosser le contenu de cette brochure. Alors, je m'excuse d'emblée auprès des différents auteurs pour les raccourcis, les résumés de leur écrit, que j'espère quand même avoir fait en restant fidèle à leurs propos. Alors, la négligence, comment est-ce qu'on peut la définir? Donc, c'est vrai que c'est un concept assez élastique et confus dans lequel on peut mettre un peu tout et n'importe quoi. Le dictionnaire lui définit la négligence comme l'attitude de celui ou de celle qui manque de soins, d'attention et de vigilance. Alors, cette négligence, elle peut se manifester de manière plurielle et parfois perverse, mais souvent invisible quand il est question des enfants en très bas âge. Maltraitance, négligence, un mot qui a aussi malheureusement dans son sillage tels que violence, abandon, stress, trouble, vulnérabilité, méfiance, dévalorisation, etc. Madame Delatte, donc, qui faisait partie de la commission maltraitance, qui est pédiatre, nous apporte un éclairage médical et nous parle de l'impact de la négligence sur la croissance et le développement des enfants de 0-3 ans. Et ce, à travers l'histoire de Charlotte, un petit bébé de 7 mois. Alors, Charlotte est née à terme avec un poids de naissance de 3 kg.
Elle est envoyée à la consultation pédiatrique de Madame Delatte, privée, donc, par le médecin généraliste de l'ONE. Un petit mot accompagne et signale cassure de courbe. Un post-scriptum en bas de la page souligne également l'inquiétude face au contexte familial tendu. Alors, le développement moteur de la petite Charlotte au moment de la consultation est normal, mais elle présente des troubles d'alimentation et se fait vomir. Le suivi régulier à l'ONE permet d'observer des courbes correctes jusqu'à l'âge de 6 mois de vie. Dès cet âge, l'enfant présente une cassure de courbe de poids, suivie d'une cassure de courbe de taille et 15 jours plus tard de périmètre crânien. Donc, des schémas qui sont à l'écran illustrent ces trois courbes et on voit en jaune les cassures de la courbe. La maman qui est démunie face au comportement alimentaire de sa fille et inquiète de voir que le prise de poids ne suit plus, se met à forcer son enfant à manger, tant son inquiétude est importante. Seul importe pour elle le souci de la faire grossir au détriment d'un questionnement ou d'un ajustement au signe d'appel de sa petite. Elle est terriblement soulagée d'entendre le pédiatre qui lui propose un bilan d'hospitalisation. Les examens médicaux complémentaires sont normaux, le bilan de développement de l'enfant est lui déficitaire. De plus, on observe entre l'enfant et sa mère une difficulté d'établir le contact. Le regard de Charlotte évite celui de sa maman. Le bras de fer qui se joue autour des repas se passe non seulement avec la maman, mais se contamine aux infirmières avec un risque vital préoccupant. La mère fait ce qu'il faut pour l'enfant, mais sur un mode strictement opératoire. Il n'y a pas de plaisir qui passe entre elles lors des soins. La tension est perceptible dans les échanges. Donc, l'hospitalisation donne ici la possibilité de redéployer l'histoire de Charlotte et de ses parents, histoire d'empreinte, de traumatisme et de peur de mort. En effet, Charlotte est née à terme, mais dans un contexte d'urgence et par césarienne au milieu de la nuit. Les parents ont cru perdre leur bébé et ils n'ont pu reparler de ce vécu difficile. Les tensions et la peur non dites ont laissé des traces douloureuses dans ce couple, qui, faute de paroles, ils se disputent fréquemment et parfois entretiennent des relations violentes. Donc, il y a vraiment des tensions chroniques familiales. Les repas ne peuvent donc pas se passer dans un climat serein. Charlotte, dès lors, mettait sa maman en échec, trouble de la relation précoce, certainement. Pouvoir parler en confiance aux médecins qui se préoccupent de leur fille, leur permet de prendre conscience de leurs difficultés et des besoins actuels de Charlotte. Ainsi se met en place, à partir du lien sécurisant ici avec le pédiatre, de la TMS et du médecin ONE, un accompagnement psychologique qui est introduit sur base de la préoccupation positive du médecin. Se met aussi en place une crèche et un espace rencontre qui offre à la petite d'autres expériences relationnelles avec des professionnels et à sa maman un peu de temps pour elle. Les parents acceptent également un suivi médical tous les 15 jours. Au sein de ce dispositif bienveillant, Charlotte reprend lentement du poil de la bête, elle reprend du poids. Ses troubles alimentaires s'estompent, elle est plus vivante et ses courbes reprennent du chemin ascendant. À 18 mois, malheureusement, les courbes de l'enfant interpellent à nouveau. Leur chute correspond à une nouvelle période de crise familiale. Le papa fait une tentative de suicide. Donc Charlotte n'en est pas seulement affectée psychiquement, mais l'effet se marque sur tout son corps. Donc à travers l'histoire de Charlotte, cette histoire illustre bien les conséquences de la négligence sur la santé et le développement de l'enfant, et en quoi un examen médical est un outil précieux dans le suivi des populations d'enfants issus de familles vulnérables. À partir d'une consultation médicale simple, type consultation des nourrissons, une évaluation quantitative peut se réaliser et apporter des indicateurs de la santé et du développement psycho-affectif de l'enfant, de son état de bien-être. Donc, il concerne non seulement l'ici et maintenant, mais il peut s'inscrire aussi dans une temporalité plus longue qui donne des informations précieuses sur la qualité de ce qui est offert à l'enfant dans son milieu de vie. Donc, il représente donc un indice d'alerte pour le psychosocial relationnel et il devrait être systématisé dans tout bilan d'enfants à risque. Alors, comme on vient de le voir à travers l'histoire de Charlotte, un enfant donc privé d'investissement affectif émotionnel dans les premiers moments de sa vie, son développement ne va pas se faire normalement s'il vit dans un climat d'insécurité générateur de stress permanent. Donc, Madame Delvin, pédopsychiatre, explique comment le stress permanent et donc toxique va pouvoir aussi avoir un impact sur le développement cérébral harmonieux du tout petit. Ce développement cérébral débute à la 10e semaine, in utero, et il se poursuit jusqu'à la puberté. Alors, ce développement subit donc des remodelages constants
de l'enfance à l'adolescence, en fonction forcément des expériences et de ce qui est utilisé comme compétence par le petit enfant. Les moments d'extrême sensibilité du développement cérébral chez l'enfant concernent la période anténatale, la période postnatale et la première année de l'enfant. Alors, le développement d'un trouble psychopathologique va dépendre d'une part de facteurs de risque qui peuvent être biologiques, psychologiques, familiaux, sociétés culturelles, qui agissent en synergie, et d'autre part peuvent être aussi important aussi la période pendant laquelle se développent ces différents risques, mais aussi la durée pendant laquelle ils se développent. Donc ainsi, les relations sociales de l'enfant influencent le fonctionnement de son système nerveux et vice-versa. Alors, bien qu'étiologiquement, le stress permet le maintien de l'espèce, si le stress dure ou est activé trop fréquemment chez le petit enfant, on observe un stress toxique qui a pour conséquence une activation du système endocrinien et une élévation prolongée du cortisol, donc, qui est une hormone. Alors, ce processus induit des altérations du fonctionnement de plusieurs systèmes neuronaux et implique des modifications au niveau de l'architecture du cerveau. Par exemple, la diminution de la taille du cerveau, des perturbations durables du système de stress, avec par exemple une hyperréactivité ultérieure pour des stress mineurs. Il entraîne aussi des conséquences mentales et physiques qui persistent jusqu'à l'âge adulte, avec un risque donc de psychopathologie accrue. Il induit aussi de l'anxiété, des états de stress post-traumatique, des syndromes métaboliques et aussi des maladies cardiovasculaires. Alors, le stress précoce et continu donc, atteint le cerveau donc, dans son développement d'une manière définitive. Il entrave l'instauration de certaines fonctions, comme la difficulté d'éprouver de l'empathie, de nouer un attachement sain avec autrui, ainsi que la capacité à réguler ses affects. Donc, les conséquences peuvent être une impossibilité, par exemple, de tolérer la frustration et de contenir la violence. Cependant, la présence d'un donneur de soins sensible et réactif peut prévenir l'augmentation de cortisol chez l'enfant. Donc, on décrit ainsi le rôle tampon du parent, le rôle de protection, qui joue un rôle de protection du cerveau vis-à-vis du stress. Ainsi, le comportement de maternage induit des changements endocriniens qui influencent directement la croissance du cerveau de l'enfant. Donc, à l'inverse, une mère qui est non disponible, rejetante ou insensible ne va pas répondre aux besoins émotionnels de son enfant. On va alors observer des difficultés de contrôle de soi chez l'enfant, ainsi qu'une vulnérabilité aux situations interpersonnelles qui impliquent la capacité de mentalisation. La maltraitance est donc un facteur de risque majeur d'attachement désorganisé chez l'enfant. Vient ensuite l'éclairage psychologique. Donc, Madame Reine van der Linden, qui est psychologue périnatale, nous parle de la vulnérabilité du nouveau-né et de l'importance de tisser des liens sécurisants pour prévenir une grande vulnérabilité. En fait, quand le bébé arrive dans un monde qui lui apparaît totalement aléatoire, il n'a aucune prise sur ce qui lui arrive, ses perceptions sont très différentes de ce qu'il a pu sentir in utero. Donc, il ressent la pesanteur, le bruit, la température, la sensation de faim. Il n'est plus encoconné comme dans l'utérus maternel. Il est soumis à des sensations, des émotions, par exemple la joie, la peur, la tristesse, la colère aussi, qu'il ne peut réguler. Les sensations désagréables et émotions difficiles qui l'assaillent sont source de stress. Il est en alerte permanente. C'est stress avec lequel il ne peut pas se débrouiller seul. Donc, le petit homme est donc évidemment dépendant de ceux qui s'occupent de lui, car il ne peut agir sur le futur pour aménager la situation davantage. Le seul moyen dont il dispose est celui de tenter d'attirer auprès de lui ceux dont il dépend. Ce par des comportements d'attachement, donc par exemple les pleurs, les babillages, les sourires, les étreintes, les poursuites oculaires, puis locomotrices. On dira alors qu'il active son système d'attachement. Dans ce contexte, le rôle des parents est donc de décoder, de sécuriser, de rentrer dans la peau de l'enfant pour deviner ce qu'il éprouve, chercher comment répondre au plus près à ses besoins, limiter ces débordements de stimulation que le bébé n'est pas en mesure d'assimiler et aider l'enfant à réguler ses états lorsqu'il se désorganise.
Donc, la continuité et la régularité et la fiabilité de présence du père ou de la mère va donc apporter de la sécurité dans les expériences du bébé. Le bébé, quant à lui, son travail, il a 4 grands chantiers à mener dès sa naissance: s'autoconserver, s'attacher, rentrer dans l'intersubjectivité et réguler le plaisir et le déplaisir. Tous ces chantiers s'étayent sur des interactions avec ceux qui font son entourage. Donc pour cela, il faut forcément être en sécurité, car explorer risque de générer du stress. Et ces menaces possibles à sa sécurité nécessiteront pour l'enfant des réconforts ad hoc et donc la certitude que quelqu'un sera là pour lui. Le style d'attachement du pied à ses géniteurs influence son développement et façonne ses représentations sur lui-même, ses représentations sur les autres et ses représentations sur lui en relation avec les autres. Donc ce dernier va donc s'adapter et composer avec tout ce qui lui est offert. Alors la qualité de ces représentations est importante puisque les représentations que l'enfant va construire avec sa pensée et avec ses affects sur ce que l'entourage lui donne ou lui donne pas, lui fait vivre, par exemple la sécurité ou l'insécurité, vont s'organiser en des modèles internes opérants, des sortes de modèles expérimentaux du monde et de la place qu'il occupe. Ainsi, donc, dans un schéma d'attachement sécure, le modèle de soi et des autres est positif. Donc, le petit peut se dire « j'en vaux la peine » et les autres aussi. Par contre, dans des situations où les enfants sont soumis à des pathologies lourdes parentales, où règne la violence, la grande négligence et la terreur, l'attachement sera de type désorganisé, entraînant une image négative de soi, vécue comme solitaire et non désirée, et une image négative des autres. Donc il faut savoir que ces modèles influencent directement les prédispositions à l'autonomie de l'individu, sa capacité de faire appel à autrui en cas de problème, le sentiment de valeur personnelle au regard de l'autre, le sentiment qu'on a une action possible sur l'autre, la régulation interpersonnelle des émotions négatives, donc par exemple la colère, la peur et la tristesse. En effet, donc, chez les personnes qui présentent un style d'attachement insécurisé, parler de ces émotions équivaut pour eux à se vulnérabiliser, à s'exposer au jugement, aux critiques, aux railleries d'autrui. Donc ils gardent alors pour eux et se débrouillent pour occulter au plus vite. Donc dans les situations les plus graves en intensité et en durée, la construction de la personnalité de l'enfant se fait donc sur un modèle pathologique. Donc, on peut dès lors mieux cerner sur quelle base s'organisent les défaillances parentales, une fois l'enfant devenu adulte, et avoir une meilleure lecture de leur comportement face à l'intervention sociale, donc les parents non coopérants, rebelles ou résistants. Donc il est important de bien comprendre ce processus pour agir efficacement. Car quand longtemps des enfants qui sont devenus parents ont manqué de l'attention minimum, ils ne peuvent faire foi dans les interventions positives des professionnels qui les approchent. Donc une attitude proactive, sous-entendue d'une préoccupation positive des professionnels pour eux est indispensable, mais celle-ci demande souvent beaucoup de temps. Donc les interventions auprès des familles devront indispensablement tenir en même temps le fil des parents et celui de l'enfant, car quelle que soit la qualité des parents, les modèles internes opérants qui se sont construits restent agissants et l'attachement influençable. En effet, aucun enfant, aucun sujet ne peut évacuer ses parents de sa tête. Par contre, si l'enfant est accueilli dans une structure protectrice, le travail avec et autour de l'enfant ne prendra sens que si ses parents et son environnement relationnel sont pris en compte. Donc, intervenir en connaissance de cause, c'est bien, mais intervenir précocement, c'est mieux. Donc, on peut comprendre que l'arrivée d'une grossesse inquiète et génère du pessimisme. Le travail anténatal avec les parents négligents est donc un moyen de prévention qui a fait ses preuves, car lorsqu'il agit à ce stade, les professionnels sont ressentis comme des alliés des parents dans une recherche commune de ressources pour bien accueillir l'enfant, donc dans un projet positif. En postnatal, souvent, toute intervention est susceptible de devenir menaçante, car la préoccupation des professionnels pour l'enfant active dans la tête des parents des sensations de pouvoir être jugés incompétents et dangereux. Et donc, d'emblée, des résistances vont sentir. Alors, en fait, pour un peu illustrer ces deux approches, cette approche au niveau de la pratique, donc sur la division Charleroi, il y a deux services particulièrement qui prennent en charge des situations d'enfants négligés,
ou de parents qui ont vécu de la négligence. Donc, il y a Ecoline, qui est un service gratuit, qui a pour objectif général l'accompagnement de la parentalité. Donc, c'est une équipe de sages-femmes et de psychologues qui travaillent au sein des familles précarisées. Donc, le projet de ce service est vraiment une illustration de l'intervention précoce anténatale. Pour eux, le temps de la grossesse est nécessaire pour permettre de travailler sur la demande, celle de ses parents et non celle des intervenants, de tisser de liens, de s'affilier avec la famille et de construire avec ceux-ci une expérience positive. Donc, il s'agit d'anticiper et de prévenir. Pour eux, donc, le travail en réseau donc, occupe une place primordiale, mais pas le réseau en général, c'est plutôt le réseau qui se construit au départ de la famille, selon leurs ressources et leurs besoins. La notion de cadre contenant et sécurisant est super importante, car avec tous les petits-enfants, pour que cette notion de sécurité est un premier besoin. Et donc, si les parents peuvent vivre une expérience sécurisante et se sentir contenus, ben, ils pourront peut-être transposer quelque chose de positif à leur enfant. Alors, la seconde expérience, c'est vraiment brossé de manière très synthétique. Il s'agit du service l'accueil, donc le centre de protection de l'enfant, donc qui est un service d'accueil spécialisé de la petite enfance agréé par l'ONE, et lui une expérience de travail en milieu institutionnel. Donc, Madame Haken expose ce qui, à côté des bienfaits de la thérapie individuelle, s'impose dans leur pratique éducative pour soulager les enfants et de leurs blessures physiques et des troubles affectifs. C'est tout ce qui s'organise au sein de l'institution à l'égard des enfants pour restaurer la confiance envers l'adulte et pour leur redonner envie de vivre. C'est ce qu'elle appelle la thérapie du quotidien, qui est exercée par les professionnels, enfin plus les travailleurs de l'ombre comme les éducateurs, les péricultrices, etc. Donc c'est dans la mise en place d'une structure de vie bien spécifique, de détails d'organisation institutionnelle, de la pertinence des concepts éducatifs que va s'installer des pratiques de maternage, d'apaisement des angoisses des enfants et d'améliorer leur développement. Donc, accueillir un enfant dans le respect de sa personne et de son individualité, c'est l'investir bien avant son arrivée à l'institution. C'est faire lien avec son passé pour préparer son avenir. Donc, le bébé, ainsi pris en charge, se nourrit de la qualité des soins, de portage, de la relation privilégiée avec la personne chargée de son éducation. Donc, ainsi, l'enfant en institution, bien investi dans une relation stable et empathique avec son référent, qui exerce en suppléance parentale, pourra développer ses compétences, son autonomie, une meilleure estime de lui et de ses relations avec autrui, base de la socialisation. Et donc, effectivement, pour maintenir la continuité du lien, le travail relationnel avec la famille est indispensable, il est réfléchi, adapté, la famille est présente dans l'institution et tout est mis en œuvre pour que la visite et les parents se passent correctement. Donc, juste une petite conclusion. Donc, les preuves scientifiques et médicales psychiatriques existent aujourd'hui, donc on ne peut plus nier l'importance et les conséquences de la négligence vécue par l'enfant en très bas âge. Il est impossible également de nier l'importance du travail de la prévention dès le plus jeune âge et l'accompagnement des parents avant la naissance. Comprendre l'origine des troubles de la parentalité et leur effet sur les générations qui suivent nous donne des indications sur la pertinence de nos modes d'intervention, car face au tableau de la grande négligence, les professionnels sont généralement perdus. Donc, force est de constater effectivement que seul aucun professionnel aussi bien formé ne peut tenir tous les fils auxquels ces familles nous obligent à être attentifs. La question du social, de l'éducatif, du médical et celle des émotions, s'y redéger celle-ci. On dira pas assez combien ces familles appellent autour d'elles des disciplines multiples qui ont tout intérêt à s'écouter mutuellement, à étayer leurs actions les unes sur les autres et ainsi à tisser analogiquement un filet sécurisant fait de préoccupations positives pour ces familles qui en ont à manquer. Donc l'heure n'est plus à la tergiversation, mais à l'action déterminée, raisonnée d'une politique transversale, et ce, dans le meilleur intérêt de tous. Voilà, c'est peut-être un peu long, mais c'est fort théorique, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Non, pas du tout. Merci pour Madame. votre attention. De nouveau, 5 minutes sont disponibles pour vous permettre de poser une ou deux questions. Je ne sais pas si au travers du chat, il y a des questions qui se dégagent.
Serait-il possible de redonner le lien vers la brochure dans le chat, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Elle est en bas de page, en fait. Oui, il y est en fait, oui, c'est vrai, dans la présentation. Et on pourra peut-être diffuser les PowerPoint, en fait. On pourra, Oui. Madame Robert, Oui, on pourra partager les PowerPoint. oui, oui. Et les enregistrements vous seront repartagés aussi, donc ils seront disponibles par la suite aussi. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, il y avait peut-être Madame Sophie Villain-14 qui voulait poser une question tout à l'heure. De toute manière, il y a 15 minutes sont consacrées par la suite, après toutes les interventions, donc pour rappel. Alors, on va passer à la présentation du Dr Pelzer, qui va nous présenter un site qui a été créé dans le cadre de SOS Enfants Namur, qui s'appelle Maintenant j'en parle, et qui est un site qui donne l'accès à la parole aux enfants, aux jeunes qui ont été victimes d'abus sexuels. C'est ça, Madame Pelzer? Oui, bonjour. Donc, je vais partager mon écran ici avec vous. 2 secondes. Voilà. Okay. Bonjour. Donc, voilà, j'imagine que vous me voyez, je ne vois plus rien, moi. Voilà. Quand je suis arrivée chez SOS Enfants Namur en 2015, j'étais très interpellée à entendre tous ces cas et je trouvais que les jeunes avaient très peu accès directement à des équipes de maltraitance pour poser leurs questions, pour savoir où ils étaient. Et j'ai assez vite cherché comment on pourrait essayer d'augmenter cet accès des jeunes, en tout cas, disons que tous ceux qui sont capables d'aller sur le web, à une aide. Et j'ai appris alors que Child Focus avait dans le temps, me disait-on, fait un live chat et je trouvais que cette idée était une bonne idée. J'ai pris contact et donc voilà, ils avaient arrêté ce live chat parce que en fait, ils s'étaient rendus compte que ça demandait un investissement en personnel spécialisé et en temps de supervision aussi qui était considérable. Alors, j'ai pu rencontrer la dame qui avait initié ce chat et on a eu des longs échanges très fructueux. C'était une très belle personne. Je la remercie encore aujourd'hui pour son enthousiasme et qu'on puisse peut-être reprendre ce chat lui était cher. Et en septembre 2014, pour la Flandre, c'était le Vertrouwenszentrum Kinderen, VK, Brussels, qui avait repris déjà ce chat. Donc, je me suis aussi mis en contact avec mes collègues néerlandophones, qui sont des personnes adorables. Et ces personnes m'ont beaucoup appris. Et notamment, je voulais savoir quelle était la pertinence. Je ne voulais pas m'investir avec l'équipe dans quelque chose qui ne montrait pas sa pertinence. Je pensais bien que ça allait être pertinent. Et donc, en fait, donc voilà, ce que vous voyez ici, parce que dans le PowerPoint, je ne sais pas facilement retourner en arrière, je pense, mais c'est qu'en fait, en septembre 2017, nous avons repris ce chat et on a eu un subside d'Alberta Creoli via l'ONE. Alors, je pense à la diapositive suivante. Qu'est-ce qui a fait que nous avons accepté de faire ce travail? C'est parce que je me suis vraiment imprégnée des chiffres du Vertrouwenszentrum Kinderen. Docteur Pelzer? Oui? Je me permets juste de vous interrompre pour vous signaler qu'on ne voit pas votre partage d'écran. Ah, pardon. Oh, zut. Et qu'est-ce que je dois faire?
Oh, excusez-moi, alors ça c'est vraiment très embêtant. Je dois revenir comment ici? Ah pardon, donc partager. Oh, si vous ne voyez pas l'écran, ça c'est vraiment Voilà, dommage. maintenant on le voit. Merci Donc, beaucoup. excusez-moi. Euh, et là, vous voyez mon écran ou vous me voyez moi? Non, non, on voit bien votre écran. C'est parfait, merci beaucoup. Vous voyez les constats alarmants? En petit, mais on les voit. Ah oui, d'accord. Mais je peux essayer de le refaire en grand et je Super. mets diaporama, mais présenter. Je ne sais pas si ça va. Voilà. Donc là, je dois recliquer vers le bas. Et donc, 86% des personnes, et donc ils avaient un nombre, je pense que je ne sais plus le nombre. Mais j'avais retenu et noté que 86% des victimes qu'ils avaient étaient de sexe féminin, que 73% des chanteuses ou des appelants étaient victimes d'abus sexuels, qu'il y avait beaucoup de questions de maltraitance psychologique ou physique connexes, donc parallèles, qu'il y avait aussi des cas où, je prends le point 5 d'abord, la victime ne mettait pas du tout en relation ce qu'elle avait comme symptômes ici et maintenant et ce qu'elle avait subi comme agression sexuelle. Et il y avait aussi des cas, c'est le point 4, où il y avait, c'était un trauma déjà ancien, ils avaient déjà entrepris parfois une thérapie et ils n'arrivaient pas à être résilients et à ne plus avoir de symptômes. Alors tout ça, ça m'avait vraiment choqué très très fort et je me suis dit, on y va, on se lance. Et donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça c'est qu'une photo. Voilà, c'est une photo d'ailleurs du deuxième site web. On a d'abord créé un beaucoup plus simple qui avait moins d'items que ce que vous voyez ici. Je vais essayer de vous basculer dans l'autre item, c'est-à-dire sur le chat, je vais vous montrer comment marche notre chat. Et puis, dans un second temps, je vais vous donner aussi nos résultats sur les 2 années de fonctionnement, donc 2018 et 2019. On n'a pas encore terminé notre année 2020 et donc voilà. Donc, je vais vous basculer tous, si vous voulez bien. Vous voyez ça? Donc là, vous êtes sur le site, si tout va bien, maintenant j'en parle, ça se présente comme ça. Vous êtes sur la première page et vous avez un accueil et vous voyez qu'il y a des items, vous voyez qu'il y a les heures, il explique un peu une introduction, voilà, on voit qu'on peut commencer à chatter et évidemment on va dire c'est qui, qu'est-ce qu'on fait ici, on est là si on a des questions autour de l'abus, si on est victime, mais peut-être aussi si on connaît une amie ou un enfant ou son enfant ou sa cousine et on se pose des questions. Et tout ça est le bienvenu, mais bien sûr, c'est aux victimes qu'on va donner la priorité, même si on intervient auprès des autres. Comment est-ce que ça se passe? Il y a des intervenants 3 soirs par semaine qui sont là, derrière leurs écrans. Ce sont des intervenantes de la maltraitance et elles sont spécialisées. Elles sont liées au secret professionnel et la vie privée est respectée. Donc, si nous voyons l'adresse, les IP de la connexion, nous n'allons pas essayer de savoir où est-ce qu'ils habitent ou faire des recherches ou vouloir avoir leur prénom. Ils peuvent être anonymes, leur nom ou leur nom de famille, leur adresse, voilà. C'est anonyme, ils peuvent même utiliser un pseudo. Ils ne sont pas obligés de nous dire quel âge ils ont, ils peuvent le dire. Ils ne sont pas obligés de dire quel sexe ils ont, ils peuvent le dire. Et c'est évidemment gratuit. Et notre particularité, c'est que c'est pour toute la Wallonie francophone et la région de Bruxelles francophone, tandis que le VK travaille pour toute la Belgique néerlandophone et Bruxelles néerlandophone. Alors, vous voyez bien, on explique un peu sur notre site, ça me sert de fil conducteur du coup aussi à vous expliquer. C'est le principe du chat, c'est quoi? On peut chatter anonymement, gratuitement, confidentiellement, avec une professionnelle autour des questions qu'on a. Et on peut avoir à peu près 10 séances si on est une victime d'environ
1 heure. Pourquoi? Je reviendrai sur cette question après, peut-être encore, mais nous voulons que ces victimes peuvent maintenant enfin en parler. Et vous allez voir avec les statistiques que le maintenant et enfin est peut-être vraiment très porteur de sens. Et c'est d'où on a ce titre qui en néerlandais, c'est Nu praat ik erover. Mais si avant, je me suis tue et j'ai caché les choses, j'ai gardé les choses. Donc, il est accessible 3 soirs par semaine pour que les jeunes peuvent se connecter à des heures où ils sont disponibles. Et voilà, ils peuvent cliquer alors sur simplement commencer à chatter. Je vais vous le faire pour vous, pour que vous voyez que ça créera maintenant quelque chose qui n'est pas une connexion avec une intervenante parce que le chat est fermé, mais on laisse alors un ticket. D'accord? Et le ticket, on peut donner son nom ou son pseudo, on n'est pas du tout obligé de remplir le mail, on peut dire pourquoi on se connecte, mais ce n'est pas une obligation et ça c'est quelque chose qu'on fait quand c'est fermé, c'est ce que nous on appelle un ticket. D'accord? Alors, dans le principe du chat, vous avez plus d'informations, bien sûr, c'est pourquoi est-ce qu'on peut venir sur le chat, avec qui on va parler, qu'est-ce qu'on peut attendre, quand est-ce que je peux chatter qui renvoie vers les heures, dois-je installer quelque chose, c'est non, est-ce que s'il est interrompu, on leur demande simplement de se reconnecter, si c'est occupé ou si c'est fermé, ils peuvent nous laisser un ticket ou ils peuvent rester dans notre file d'attente parce que chaque intervenante peut avoir une petite file d'attente de gens qui voudraient qu'elle leur donne du temps parce qu'on a 3 heures de connexion possible et donc elle pourrait prendre 3 jeunes en file d'attente. D'accord? Et est-ce que je peux imprimer? C'est non. Alors, ils peuvent de nouveau commencer et on parle aussi, on leur explique la vie privée. Est-ce que je peux pas chercher à savoir qui je suis? La réponse, elle est non. Est-ce que la conversation est sauvegardée? On leur dit qu'elle est sauvegardée pour nos besoins intérieurs de supervision et d'amélioration de notre service, mais que c'est strictement que l'équipe du chat qui peut le faire, même pas l'équipe des SOS, et que c'est strictement confidentiel. Donc voilà, et qu'est-ce qui reste sur mon ordi? Rien, sauf leur trace de connexion. Et donc, on leur dit, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez la supprimer. Donc, vous l'enlevez dans l'historique. Quand je suis surprise sur le chat, oui, parce qu'il y en a qui ont peur que leur éventuel agresseur intrafamilial puisse rentrer dans la pièce. Et je vous le montre, comme ça, vous voyez que c'est très, très convivial. Ils peuvent cliquer ici en dessous à gauche, je ne sais pas si ça se voit, sur cacher la page. Et quand vous cliquez sur cacher la page, vous arrivez sur les pubs des GSM les plus en vogue et ça cache où vous êtes pour le moment. Et est-ce que vous préviendrez quelqu'un? Et on leur dit franchement que si on estime que leur sécurité psychique, corporelle, sexuelle ou physique est trop compromis, on va pouvoir aborder cette question avec eux de leur sécurité et que s'il le faut, si on estime que c'est trop grave, nous pourrions éventuellement travailler avec le substitut du procureur de roi. D'accord? Ok, alors un contact téléphonique est-il possible? C'est arrivé quelquefois que nous avons demandé à une jeune ou à un jeune, parce qu'on a aussi des garçons qui viennent sur le chat et je m'en réjouis, et je les remercie de notre confiance, de la confiance qu'ils mettent en nous, et on peut leur proposer de les accompagner vers la police, par exemple, en restant avec eux en ligne, et nous avons déjà fait ça. Voilà, et je pense que c'était très porteur. Nous ne sommes pas avares à montrer les liens aussi vers les autres services, mais j'y reviendrai plus tard. Alors,
je vais revenir un peu en arrière parce que là, on a alors toutes des pages qui expliquent pourquoi un chat, qui explique un peu les jeunes, là, pourquoi est-ce qu'on est là pour les aider, et pourquoi parler d'abus sexuels. Et on a aussi des explications. Donc, quelqu'un qui ne veut pas venir chatter, qui a peur, ou qui se dit, mais peut-être c'est pas moi, ça, c'est peut-être pas mon cas, peut-être je rêve ça, mais peut-être c'était juste une idée que je me suis fait. Il peut lire, on laisse le temps et on leur explique ce que c'est, les abus, les comportements sexuels inacceptables, qu'est-ce que ça peut faire chez lui au niveau de la perplexité, voilà, comment est-ce que l'abuseur peut avoir créé chez eux cette irruption dans leur corps et de se laisser faire et peut-être même pas oser aller en parler après, et beaucoup viennent en disant, mais est-ce que je suis une victime? Mais est-ce que je suis une victime? Est-ce que c'est possible qu'il m'a fait ça? Et ils sont avec beaucoup de symptômes, mais ils n'arrivent pas à se faire confiance eux-mêmes qu'ils ont été effectivement abusés. Et donc, on essaye de les déculpabiliser, on reparle de l'agression. Je ne vais pas lire, je ne vous lirai pas que vous lisez tout ça. Allez voir ça tranquillou quand vous avez le temps et n'hésitez jamais à afficher dans votre salle d'attente quelque chose parce que vous allez voir les statistiques. C'est vraiment pour les jeunes, je pense, un outil intéressant et ils viendront chatter. Alors, le consentement, on leur parle aussi de ça. On a veillé aussi à montrer des photos de garçons parce qu'il y a aussi des garçons qui sont sexuellement abusés. Je voudrais bien leur rappeler, c'est très, très important. Alors, on leur dit un petit peu aussi ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre en sécurité, qu'il faut en parler, qu'il faut avoir pas venir peur d'en parler la première fois peut-être avec nous, mais il ne faut pas se taire et on peut porter plainte. Donc, voilà, on était un peu cet item et on reparle de nouveau de tous les services d'aide. Je reviens encore une fois en arrière. Alors, on a quelques exemples, on leur donne un peu, parce qu'ils viennent souvent avec ça. Voilà. Mais si on m'oblige à regarder un porno, mon beau-père, il fait ça souvent, est-ce que ça, c'est un abus? Et on leur donne des exemples et parfois, ils viennent en disant, moi, je me sentais toujours mal avec ça, mais c'est quand j'ai vu cet exemple-là, là, ça a commencé à me parler et j'ai vraiment fondu en larmes parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je me laisse trop faire. Alors, il y a l'item de secrets et de menaces. Comment est-ce qu'on peut être ficelé parce que sinon, on va le dire à tout le monde ou ça va être pire. Et je pense que beaucoup ont été victimes de cette maltraitance psychique collatérale, mais qui a donné, qui était une instigation vraiment, quelque chose de voulu par l'abuseur pour qu'il puisse se laisser faire et se taire. On est une équipe spécialisée, on parle aussi du sexting et du grooming. Je voudrais ici ne pas rentrer dans les définitions. Vous avez tout un ordinateur, vous tapez juste dans la barre « Maintenant j'en parle », juste comme ça, comme vous l'écrivez, peu importe, vous allez arriver, allez visiter le site. Vraiment, vous allez c'est très riche en informations. On reparle du chat et on renvoie bien sûr vers nos collègues néerlandophones. Et nos collègues néerlandophones, elles ont bien sûr accepté de renvoyer aussi vers nous. D'accord? Alors, je reviens au menu principal. Il y a des règles. On ne vient pas chez nous pour un lol. On ne veut pas des fakes. On ne veut pas des gens qui s'amusent. On est un site très spécialisé. On veut apporter de l'aide. Et je trouve que de dire aux jeunes que ce n'est pas pour le fun, qu'il faut qu'ils laissent la place à ceux qui en ont besoin, a jusque maintenant porté vraiment fruit. Je trouve qu'il faut dire ce qu'on veut et je pense que les jeunes sont capables d'être très sincères et de laisser ce site d'aide à ceux qui en ont besoin. Alors voilà, on les invite aussi à garder le même pseudo, mais bien sûr, nous avons eu des cas où ce n'était pas le cas et où une fois on s'est appelé
je vais dire Lily, et 3 mois après, point. Mais peut-être 1 an après, on revient en disant, tu sais, dans le temps, j'étais bernée, une fois je t'ai appelé comme ci, puis une fois je me suis appelée comme ça. Mais ils reviennent et nous parlent souvent du pourquoi. D'accord? Donc, les facs, c'est des questions qu'on a déjà abordées. Les liens utiles, vous allez voir la liste. Nous sommes un site qui se sent responsable qu'on trouve de l'aide. Et nous sommes, je pense, à peu près le seul site qui a pour chaque item de liens utiles un clic, un simple clic, et vous êtes sur le site de quelqu'un d'autre, alors qu'on pourrait être protectionniste et mettre tous ces autres services juste dans nos partenaires. On trouve que ce n'est pas éthiquement correct. Donc voilà. Nous avons aussi écrit des articles. Ça, par exemple, sur les conséquences d'une agression éventuelle, c'est un article qui est très étayé. C'est pas là pour faire peur, mais c'est parce qu'il faut quand même un endroit où on parle de tout ce que ça peut faire. Comment est-ce que je peux oublier? C'est une question qui vient très souvent près des jeunes. C'est une collègue, Nathalie Scalier, qui est derrière l'écran, qui a écrit l'article et il est très bien fait. Et puis, il y a la différence entre les séductions, l'harcèlement, l'agression. C'est aussi une question très fréquente. Je vous invite à venir découvrir cet item. Quand on retourne en haut, vous avez ici évidemment comment il est né, les missions à qui s'adressent les intervenantes. Vous avez plus d'informations et vous pouvez aussi vraiment très facilement rentrer en contact avec nous. Vous pouvez télécharger d'ailleurs nos fichiers et nos flyers, ils sont là. Vous pouvez les imprimer en noir et blanc, mais vous pouvez toujours nous en demander. N'hésitez jamais. Laissez traîner les flyers dans vos salles d'attente. Si vous êtes un service, vous allez voir, ils vont stommelings disparaître et vous aurez autant aidé des jeunes. D'accord? Vous avez une fiche de contact pour si vous avez une question, une remarque, une autre, ou si vous voulez qu'on vienne vous présenter le chat, c'est possible. Vous rentrez en contact, vous allez avoir une petite fiche à remplir et on vous revient, on est fiable par rapport à ça, n'ayez pas peur. Alors je reviens sur le PowerPoint si vous voulez bien, voilà, je vais passer donc à la diapo suivante. Le chat s'adresse donc éventuellement aux jeunes et son identité protégée, c'est sécurisé, je vous ai déjà expliqué. On explore avec lui s'il est en sécurité psychique, physique, émotionnelle, sexuelle, et jusqu'où est-ce que ça va. Et je vous ai parlé du substitut du procureur du roi, donc je vais passer cette diapo maintenant un peu plus rapidement. Il permet d'aborder ce qu'on n'a jamais osé révéler, la peur, par peur, honte, culpabilité, crainte des conséquences du rejet. Il permet de réfléchir au trauma, faire le lien avec les symptômes éprouvés. Il donne aussi des infos quant aux abus sexuels, au psychotrauma, la résilience, comment obtenir une diminution des symptômes. Et ça, on ne le fait pas bam, bam, bam. On le fait en travaillant avec le jeune au fur et à mesure que ça vient. Et ce sont donc aussi des autres thèmes du chat. J'espère que vous voyez les diapos. Est-ce que quelqu'un peut me faire un retour si on voit mes diapositives ou pas? On voit tout à fait votre partage d'écran. Pardon. D'accord, ok. Alors, donc, il permet de cette sorte-là de passer de l'anonymat et de l'insécurité vers une énonciation d'abord et une sécurité en être soutenu sans jugement et vraiment écouter pour qui je suis là et comment je suis à ce moment-là. Et je pense que c'est seulement quand les jeunes ont élaboré ça qu'ils peuvent retourner ou aller vers une aide face-to-face, face en face. Et donc, notre chat a
un très grand rôle, non seulement d'information, mais aussi d'espace pré-thérapeutique. Il nécessite bien sûr une formation solide et pour chaque moment de chat 3 fois par semaine, je suis de supervision pour que les intervenantes ont une écoute de seconde ligne et je pense que ça aussi, ça a montré sa pertinence. Alors, je passe les prochaines diapos. Permettez-moi de vous raconter un peu ce que ça donne. Maintenant, voilà, vous le voyez en petit ou en grand, c'est bon? D'accord. Alors, donc nous fonctionnons depuis 2 années. La première année, nous avons eu 90 chats et 38 tickets pour 36 jeunes différents. Et on voit que la deuxième année, nous sommes déjà passés à 162 chats et 43 tickets. Alors, vous allez dire que ce nombre n'est pas énorme, docteur Pelzer. Il y a beaucoup plus de cas que ça. Ben oui, mais on n'est pas connu au départ. Et c'est vrai que ça leur permet d'avoir de l'aide à partir de chez eux, mais il faut apprendre à se faire, comment se faire connaître. Nous, on a dû l'apprendre aussi. Au début, on n'était pas du tout aussi actifs sur notre site. On a créé un site Facebook que dans la deuxième année. On s'est mis sur Insta, on s'est mis sur Snapchat et les jeunes peuvent cliquer et aller voir. Ce n'est pas une connexion, ce n'est pas un chat, c'est juste ils vont voir le site. Donc, mais on a quand même déjà une belle augmentation des gens qui viennent parler et des gens qui nous écrivent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui écrivent et pourquoi est-ce qu'il y en a qui parlent? Alors, ça, on va y revenir. Je vais vous montrer un peu, j'ai dû reprendre en dessous, pardonnez-moi, les régions parce que dans une diapositive, ça se rétrécit un peu et donc je ne savais plus mettre toutes les régions. Donc on a eu surtout Bruxelles, les Hainaut, ça c'est Liège. Inconnu, c'est quand on ne sait pas, quand ils ne nous ont pas dit, quand on n'a pas d'indice, quelques connexions de France parce que le web permet ça, mais en principe, on les oriente très vite vers un partenaire français et puis un peu moins pour le Brabant wallon, Namur et le Luxembourg et d'autres régions. Alors, comment c'est utilisé? Les filles utilisent 81% des chats sont des filles, contre pour les garçons 11% et 8% quand on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Les filles utilisent néanmoins aussi 66% des chats, c'est 24% pour les 24% pour les garçons, donc ils écrivent un peu plus que ce qu'ils chattent et dans les ateliers indéterminés, c'est à peu près la même chose. Alors, quels sont les faits? Alors, voilà, est-ce qu'on fait bien de travailler? Et je vous dirais oui. Regardez, 2019, nous avons eu 8% de nos connexions de chat qui sont des viols. Alors, on a 12% d'attouchements sexuels. Nous avons nommé abus en sens large du terme dans ce que dit le jeune, dans la manière dont il vient avec ça, puisque nous ne sommes pas un interrogatoire de police, on ne sait pas déterminer exactement ce qu'il a subi, mais on entend qu'il est mal et qu'il garde un lourd secret, c'est 18%. Alors, le sexting, le grooming, je vous laisserai découvrir ça tout seul. Mais on a quand même 2% de grooming, on a 7% de sexting, donc c'est des photos nudes extirpées à des fins de soit d'avoir des finances, soit de faire du chantage. Voilà, grooming, c'est essayer de faire des réseaux de prostitution des jeunes. On a de l'harcèlement dans la vie réelle, sur les réseaux sociaux, qui sont, on va dire, 3 et 4%. On a aussi parfois de l'harcèlement non sexuel, mais qui est aussi très douloureux. Et puis, évidemment, des infos, des autres difficultés et indéterminées. C'est quand il commence et puis il s'arrête peut-être très vite ou, voilà, on ne sait pas le déterminer. Ça reste quand même une partie aussi. Alors, quels sont les âges de nos connexions, de nos chatteurs? L'âge moyen est 15-39, 15 ans et quelques. L'âge où nous les acceptons, c'est à partir, on va dire, de 10, 11,
11 ans jusqu'à 18 ans révolus et nous avons quand même eu aussi un jeune de 22 ans, trois de 23 ans et un de 24 ans. Mais alors, on les a gardés beaucoup moins longtemps et on a essayé de les orienter vers les services adultes. L'âge moyen des jeunes lors des premiers faits, c'est 13,4 ans, mais ça ne veut rien dire. C'est une moyenne arithmétique, mais ça veut dire qu'on s'adresse bien aux jeunes. Si la moyenne est celle-là, mais l'âge moyen des premiers faits est allé chez nos chatteurs de 4 ans à 18 ans. Ça veut dire que les faits pouvaient soit être le jour avant, la semaine d'avant, le mois d'avant, ou jusqu'à, on va dire, X années avant. Et l'ancienneté moyenne des faits est en fait 2,94, donc ça va de 0 ans. Ça m'est arrivé hier, comme ça pouvait aller jusqu'à 15 ans en arrière. Et 15 ans en portant la honte, la culpabilité, la peur que ça se dévoile, c'est énorme dans la construction d'un jeune. Et donc, voilà. Si on représente ça sous forme de graphe, pour 2019, le graphe, il est comme ça. Donc, on a été de plus en plus contactés par des jeunes pour lesquels les faits sont récents, mais il reste, vous voyez ça, encore quand même des jeunes qui ont plus que 10 ans d'ancienneté de faits, sans être résilients ou avec un trauma qu'ils portent avec eux. Alors, voilà. Nous avons réorienté, bien sûr, pas mal de jeunes vers des services et on a parfois vraiment fait le lien en contactant, par exemple, un service familial pour s'assurer que le jeune allait être pris dans la confidentialité. Ça, c'était vraiment un des grands freins des jeunes pour aller vers un service de planning familial en disant si le médecin contacte mes parents, je vais être mal. Et donc, de s'assurer de les aider, de les accompagner, de les soutenir, de ne pas les laisser seuls dans leur démarche. On les a réorientés vers leur thérapeute auquel ils n'avaient pas osé parler d'abus dans 7 cas, vers la police pour porter plainte dans 7 cas, vers les plannings familiaux pour des questions évidentes de grossesse, de maladies sexuellement transmissibles, de tests SIDA. Dans 5 cas, également dans le même ordre pour le médecin traitant et le gynécologue quand ils ne voulaient pas aller dans un centre de planning familial. On les a invités, on a travaillé avec eux, avec qui dans la famille pourrait aborder ça et qui pourrait être leur soutien dans leur démarche vers la police et pour qu'ils élaborent ça et qu'ils deviennent conscients qu'il y a des moyens. Dans 5 cas, vers le 103, vers Child Focus pour les photos nudes ou pour la pédoprostitution, vers les CPVS pour les questions de diagnostic et de médecine légale notamment, et vers les équipes SOS dans seulement 2 cas pour des suivis, non seulement de la jeune, mais aussi de la famille. Voilà. Et vers l'aide aux victimes de la police dans un cas. Alors, voilà, je peux vous dire maintenant que je pense qu'on n'a pas perdu notre temps. Je pense qu'il a son importance. Il permet aux jeunes d'aborder quelque chose parfois qui est très ancien ou pour lequel ils ne sont pas résilients. C'est un espace de réaccordage affectif pour les jeunes face à un tiers qui est professionnel, qui n'est pas jugeant, qui s'accorde sur les besoins ici et maintenant du jeune et qui permet comme ça un processus qui est un processus de revenir ou rentrer dans une certaine forme de résilience peu à peu. Je pense qu'il correspond à la demande des jeunes et nous sommes parfois très heureux quand ils reviennent 1 an après en disant « tu sais, tu m'as beaucoup aidé ». Ils reviennent d'ailleurs souvent vers la même intervenante et ils disent « tu sais, tu m'as beaucoup aidé, sans toi, je n'aurais jamais su faire ça » ou « j'ai pu en parler avec ma psychologue et je suis tellement soulagée ». Et donc, on a des retours des jeunes avec des points parfois, enfin voilà, le pouce, on a des évaluations des jeunes aussi, on se fait évaluer et on a une pas mauvaise cote et on espère encore faire mieux dans le temps qui va venir. Alors oui, j'avais listé un peu tous ces trucs-là, mais je pense que je vous ai déjà dit toute une bonne partie, je ne voudrais pas être redondante.
Et donc voilà, n'hésitez jamais, jamais, s'il vous plaît, une seconde de cliquer, de taper info, maintenant j'en parle.be pour avoir des flyers ou pour qu'on vous envoie des affiches pour la salle d'attente, des flyers, on en a des milliers encore en stock, vraiment, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi demander à SOS Enfants, le secrétariat va nous référer cette demande et je voudrais en dernier lieu remercier mon équipe. Voilà. Un grand merci, Dr Peyzer, pour cette présentation. Alors, il y avait toute une série de questions qui, au travers du chat, qui se dirigeaient plutôt sur l'information par rapport aux jeunes, comment est-ce que les jeunes prennent connaissance de l'outil? Simplement, il tape abus, il tape harcèlement sexuel, il tape consentement, il tape, ils ont vu sur le Snapchat, maintenant j'en parle, ils n'ont pas cliqué dessus, mais ils tapent dans le site, dans la barre de recherche Google, maintenant j'en parle, où ils tapent harcèlement sexuel, essayé, ou abus sexuel, ou viol. Ils tapent n'importe, on a vraiment créé un site maintenant, avec tout ce qui tourne à jeunes et harcèlement, abus, attouchement, nude, photo nude, et vous tapez jeune, et ben vous allez arriver sur le chat. En fait. D'accord? Et donc, j'imagine qu'il y a des questions toujours autour de la communication par rapport à cet outil, avec les écoles, avec les PMS, avec les SSM. Quand nous l'avons mis en place, nous avons envoyé une flopée de 1400 mails à tout, les PMS, les services de santé mentale, les services d'aide à la jeunesse, les services de protection de la jeunesse, la police, les ordres de médecins, les services qui aident les jeunes, donc les SRJ, les PMS, donc toutes les écoles ont été informées et les écoles, les PMS, les SSM ont aussi eu des affiches et des flyers par envoi postal. On avait 1400 adresses de mail, voilà, et nous avons d'ailleurs une banque de données des intervenants psychosociaux et d'aide, je pense, qui est une des plus considérables. Nous avons dû la constituer. Ça nous a mis des longues semaines de travail, de recherche par toutes les intervenantes pour les constituer. Je remercie encore une fois mon équipe qui était formidable. Il y avait une autre question, mais concernant les adultes. La personne se posait la question s'il y avait l'équivalent au niveau des adultes. Alors, nous ne pouvons pas, nous sommes sous l'égide de l'ONE, donc on est dans l'enfance, donc nous allons rester à cet item-là, mais vous avez maintenant Arrête, qui est un très beau site pour les adultes. Il y a Stop Viol. Voilà, il y a le site des CPVS qui s'adresse plus à des adultes qu'à des jeunes et où le chat, c'est difficile pour les jeunes parce que c'est beaucoup plus orienté judiciaire, mais il y a donc Arrête, Stop Viol, les CPVS, il y a le site des violences conjugales, ils ont fait un très très beau site, donc cherchez sur le net, vous pouvez regarder aussi dans nos liens utiles, il y a des liens utiles qui sont marqués et de là vous allez arriver sur d'autres, n'ayez pas peur, vous allez trouver, si vous ne trouvez pas, vous revenez sur, vous me contactez et on va vous aider, d'accord? Okay. Il y avait d'autres questions? Ah oui, il y a le 107 aussi, je vois, Madame Villain 14 dit le 107, le numéro d'appel vers les centres de téléaccueil, oui. Et ici, dans le cadre Covid, il y a eu aussi les psys de première ligne, enfin, pour des gens, vous avez, n'oubliez pas ça, ça existe encore
avec un suicide pendant 1 an, mais ce n'est pas aussi focalisé. Notre travail est un travail très particulier, vous êtes d'accord? C'est extrêmement spécialisé et donc nous ne sommes pas du tout l'écoute enfant. Nous ciblons un public qui est en souffrance et on veut pouvoir aider ces jeunes-là. Maintenant, je ne vous cacherai pas que Nu Pratica Over, nos collègues néerlandophones, ont ouvert aussi aux autres formes de maltraitance et on y réfléchit parce que c'est souvent cohabitant et ça existe souvent en parallèle, mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir d'abord. Qu'est-ce que ça implique aussi pour notre équipe au niveau de la présence, au niveau des nombres d'appels, au niveau du nombre de gens derrière les ordinateurs. Je crois que ça se réfléchit, mais voilà, nous sommes en train d'entamer cette réflexion-là. Voilà. Alors, les jeunes abuseurs, comment aider les jeunes abuseurs, oui. Voilà, très, très bonne question. Alors, voilà, c'est très chouette. Donc, on a des garçons qui sont des victimes et on commence à avoir des jeunes qui viennent en disant moi, je me rends compte que je harcèle une jeune fille que j'aime beaucoup, beaucoup et que j'arrive pas à arrêter ou j'arrive pas à aller d'arrêter d'aller sur le porno, mais j'ai une sexualité qui est nulle parce que ça correspond. On commence à avoir de plus en plus de garçons. Donc, n'ayez pas peur. Si même dans une conversation avec eux, vous dites « Ah, mais tu sais, quand tu te poses des questions sur la sexualité ou sur qu'est-ce qui est normal, pas normal, tu peux aller voir ce site-là. » Eh bien, ils vont faire le pas. S'ils ont des questions, ils vont faire le pas. Faites-leur confiance. Ils ont des capacités. S'ils trouvent le bon endroit, ça va leur poser des questions, ça va peut-être mijoter un temps, mais ils vont faire la démarche. Alors, les jeunes abuseurs. Alors, il faut savoir que le décret d'aide à la jeunesse, le décret maltraitance, pardon, excusez-moi, je me trompe. Le décret maltraitance invite les équipes SOS, il y en a 14 je pense sur le territoire wallon, à suivre des enfants et des familles où il y a de la maltraitance, mais aussi à venir en aide aux abuseurs, aux AICS, donc auteurs d'infractions à caractère sexuel. Alors, plusieurs équipes ont pris ça sur leurs épaules. Je sais que, par exemple, à Dinan, le SELF suit très souvent dans son équipe les abuseurs. L'équipe de Namur avait créé un groupe qui s'appelait Entre Ados, dans lequel on suivait avec un programme de 18 mois les abuseurs dans un programme tout à fait particulier. Et malheureusement, ce programme s'est arrêté avec le décès de notre collègue Béatrice Outzemont, qui était finalement la seule à tenir ce groupe. Mais on va réfléchir comment on peut le remettre en route avec une aide peut-être extérieure dans un premier temps, parce qu'il faut là aussi des gens totalement formés spécifiquement. Et donc, je pense qu'il y a d'autres services SOS qui ont des groupes comme ça, thérapeutiques aussi pour les abuseurs. Il y a l'UPPL aussi qui fait un excellent travail avec les jeunes abuseurs, très dans le respect, sans aucune stigmatisation. Il y a nombre de criminologues. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des collègues criminologues. Je vous assure, ce sont des filles extraordinaires. Alors, je ne sais pas où elles se cachent, dans quelle structure elles travaillent, mais invitez-les. Enfin, j'aurais envie qu'il y ait parfois une criminologue qui est dans les équipes SOS. Elles ont un autre éclairage et c'est très utile. On a eu la chance de l'avoir. Et ça pourrait être super d'étayer les équipes par quelqu'un qui est criminologue. Et n'hésitez jamais de leur poser des questions. Elles aussi sont des bonnes ressources, je trouve. Merci, je vois qu'on déborde un peu au niveau du temps. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Peut-être de manière générale aussi aux autres intervenantes. Je me demandais s'il y avait aussi des statistiques par rapport au web documentaire, par rapport à l'utilisation de cet outil, si ça existait ou pas. Je pense qu'on sait voir le nombre de vues, mais c'est pas moi qui gère ça.
Je pense que mon collègue Olivier Bèze est dans l'Assemblée et donc il pourrait peut-être répondre parce que je pense que lui sait accéder au nombre de vues, mais je ne suis pas certaine, puisqu'il est secrétaire de la commission maltraitance. Je ne sais pas, Olivier, si tu sais répondre. Je ne sais pas s'il est encore là. Hello. Ouais, voilà. Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Laetitia aussi. Bonjour. Non, je ne pourrais pas dire le nombre de personnes qui ont jusqu'à présent consulté le webdoc. On est occupé, comme Laetitia l'a dit, à l'actualiser. Et voilà, on essayera d'y veiller dans les prochains jours et prochaines semaines. En tout cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est dans la région, en tout cas, donc, dans la division de Tournai, on l'a présenté en grand nombre. Il y avait plus de 200, je crois qu'on n'était pas loin de 200 personnes en 2010. Et quand il est sorti, on a donc 200 intervenants dans la salle. On a fait, et on l'a refait pour tout ce qui était PMS et PSE l'année dernière, si je ne m'abuse. Et là, on était un peu moins de 100 personnes, hein, il me semble, Olivier. Donc voilà, on essaye de le promouvoir. On a encore des flyers. Nous aussi, on a des flyers si jamais vous voulez pour pouvoir distribuer, ou bien je peux envoyer le PDF aussi s'il faut pour le mettre dans les commentaires, pour pouvoir accéder à ce web documentaire. Et donc, il peut être accessible à un peu tout le monde, même pas que à la division de Tournai. C'est vrai que ce sont des intervenants de Tournai, mais ça peut être accessible à n'importe qui et ça explique quand même un peu ce que chacun peut faire à son niveau. Clairement. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, on avait prévu un sondage, peut-être présenter le sondage avant de clôturer. Je m'adresse à ma collègue. Oui. Alors, je me permets de vous le lancer. En fait, quand le groupe de travail a organisé, a pensé ces différentes vidéoconférences de toute cette semaine, il y a quand même une question qui est restée forte dans notre esprit, c'était quelle diffusion pour les outils? Comment est-ce qu'on peut faire tache d'huile? Comment est-ce qu'on peut favoriser l'utilisation? Et donc, on aimerait simplement vous poser une petite question sous forme de choix multiples. N'hésitez pas, je le lance maintenant. Voilà, normalement, vous devez l'avoir en vue. Je vois qu'on commence à répondre. Alors, je ne sais pas si les intervenants voient les réponses. Non, nous, on ne l'a pas. Donc, dans les différents choix, je vais vous le lire, comme ça tout le monde sait ce qu'on demandait. Concernant les outils présentés ce matin, je pense, alors, possibilité 1, les utiliser dans mon travail. Possibilité 2, les diffuser auprès de mes collègues ou partenaires. 3, les diffuser auprès du public. 4, ne rien faire. 5, autres. Juste pour votre bonne information, les deux derniers critères sont restés à 0%. Personne ne compte ou ne rien faire ou faire autre chose. Je crois qu'il y a apparemment vraiment une intention assez massive de les utiliser pour l'instant à 73%, de les diffuser auprès de collègues ou partenaires pour l'instant à 90% et les diffuser auprès du public pour l'instant à 77%. Alors, je ne sais pas si tout le monde a voté. Je pense que non, mais je peux vous les partager. Hop. Voilà, là, je pense que vous devez tous voir les réponses. Est-ce que les intervenants peuvent me confirmer? Non, vous ne les voyez pas. Attendez, je vais essayer alors de partager mon écran. Nous, enfin, moi, je le vois. D'accord. Donc, en principe, vous devriez pouvoir... Attendez. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez ici la... Attendez, je fais un peu de nettoyage. Voilà. Vous voyez ici les résultats? Oui. Suffisamment grand. Oui, on voit très bien. Voilà. Il y a vraiment, je pense, une intention assez importante d'en faire quelque chose. C'est parfait. C'était le but. Exactement. C'est un peu l'objectif. Ouais. Voilà. Voilà. Je propose qu'on clôture cette matinée. Et donc, un grand merci à nos invités pour leur intervention et un merci au public pour leur participation. Je vous rappelle avant de quitter que d'autres thématiques sont abordées tout le long de la semaine. Il est encore temps de vous inscrire sur notre site www.réseau.be. Je vous souhaite une belle après-midi et à bientôt pour une prochaine rencontre. Au revoir. Merci à tous. Merci.
Au revoir. Merci. Merci de votre aide technique et soutien. Et tout ça. Lydie, au revoir. Au revoir, Madame. Plaisir, au revoir. Au revoir. Dites, Madame, c'est Madame Delcourt, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est vous qui aviez proposé à l'époque de tourner, donc, de venir à être discutante pour le film sur les abus là, à Namur. C'était vous qui aviez proposé ça? Parce que je ne voyais pas qui vous étiez. Non, ce n'était pas vous. Ça ne me dit rien, mais peut-être qu'on m'a proposé que je ne suis pas au courant, ça aussi, ça se peut. D'accord, ok. Je me disais peut-être que c'est cette personne-là qui avait gentiment proposé, même de venir de tourner, de commenter le film Les Chatouilles. Et Ah non, je ne... finalement, voilà, ok. Pas moi, mais enfin, voilà. C'était vous. D'accord, un grand merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au Au revoir. revoir, merci beaucoup. Au revoir. Alors, je vais arrêter l'enregistrement.